Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Alors aujourd'hui, nous avons un numéro spécial puisque je me reçois. Donc habituellement, c'est moi qui pose les questions et j'ai voulu tester le questionnaire que je pose à mes invités habituels, à moi-même. Donc il n'est pas facile, à vrai dire. Et donc, je vais passer la parole à Marie Royer, qu'on a déjà interviewée ici, il y a à peine un an. On peut retrouver dans la liste des podcasts. Et qui a accepté, je la remercie chaudement, qui a accepté donc de venir m'interviewer dans ma propre émission. Bonjour Marie. Bonjour Hervé. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ? Je suis retraité depuis 2 ans de la fonction publique et mes activités quotidiennes, rapidement dit, c'est celles qu'un retraité peut s'offrir, qu'il n'a pas pu s'offrir en général pendant sa période de travail. Donc je fais de la radio, je fais du tai chi, j'essaie d'écrire, je joue aux échecs, enfin voilà. Et quel était le dernier métier que tu as exercé ? J'ai été conservateur de bibliothèque les 30 dernières années de ma carrière professionnelle, on va dire. Conservateur de bibliothèque, oui. Conservateur d'État dans les bibliothèques d'État. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours qui t'a amené à être conservateur de bibliothèque ? Oui, alors comme je suis vieux, le parcours est long. Si je partais du bac, le bac, j'ai eu un bac moyen avec 10 de moyenne et après j'ai fait un peu n'importe quoi, on va dire, genre les vendanges par exemple. Je suis parti en voyage et puis quand je suis revenu, j'ai fait une formation un CAP de routier, donc je suis devenu chauffeur de camion. Bon, c'était ça ou n'importe quoi d'autre, à vrai dire. Tu n'avais pas une ambition particulière de faire quelque chose ? Si, enfin, aujourd'hui ça semble risible. Si, je voulais aller travailler au Canada, conduire des gros camions américains. Voilà, c'était ça un peu la dimension rêve de la ferme. Enfin, c'était une erreur, je pense. Bref, et à un moment, j'ai travaillé pour Mamie Nouva, donc Mamie Nouva, les yaourts, là, et ils travaillent comme des fous, lever 1 heure, fin du boulot 16 heures, à livrer à toute vitesse dans la campagne bretonne des yaourts, etc. C'était donc des boulots alimentaires plus que des boulots... Oui, c'était pour vivre, voilà. oui, c'était pour vivre. C'était tellement abominable, enfin tellement dur, que là j'ai eu une prise de conscience, on va dire, et coup de chance, la vie m'a servi quelque chose. Dans le Télégramme ou le Ouest-France, je sais plus, annonce, recherche chauffeur de bibliobus. Compétences exigées, permis poids lourd. Et donc je me suis présenté, puis je l'ai eu, et je suis passé de l'ombre à la lumière, là, c'est-à-dire, chauffeur, encore une fois, c'est très dur, hein, quand on bosse pour des grosses boîtes comme ça. Et là, je suis rentré dans une bibliothèque, voilà. Donc, comme chauffeur de bibliobus, c'est-à-dire il faut livrer des livres dans les campagnes, dans les mairies, dans les écoles. C'est très sympathique, on se balade avec un camion, on se sent un peu libre et on va parler de bouquins avec des gens. Donc, vous avez rencontré l'univers des livres. Voilà, je suis rentré dans les bibliothèques. Je n'avais jamais mis les pieds dans une bibliothèque avant. Bon, je connaissais les livres quand même, j'en lisais aussi. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai eu le concours, puisque j'avais lu le même livre que le patron qui me recrutait. C'était 100 ans de solitude de Garcia Marquez. On était en train de lire le même livre. C'est extraordinaire. Et voilà, après, une fois là, ça me plaisait beaucoup de conduire le camion, mais bon, à un moment, ça m'ennuyait un peu quand même. Alors, soit je quittais les bibliothèques pour faire je sais pas quoi d'ailleurs, soit j'essayais de monter dans cet endroit-là, et j'ai passé un examen de sous-bibliothécaire, bibliothécaire adjoint aujourd'hui.
Et ça m'a pas plu vraiment, à vrai dire. Mais bon, voilà, je suis devenu bibliothécaire adjoint. Il y avait notamment à cataloguer des livres. Cataloguer un livre, on prend un livre, on note l'éditeur, le nom d'auteur, la date d'édition, etc. Et on fait ça avec 30, 50, 60, 70 livres. C'est assez, c'est terrible. Assez répétitif. Ouais, et ça me plaisait pas vraiment, à vrai dire, moins que conduire le camion. Et donc ça m'a décidé à reprendre des études. Parce que je voulais quand même rester dans le milieu des bibliothèques qui me plaisait. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce milieu? D'abord, je suis tombé dans une excellente bibliothèque, donc une bibliothèque de prêt d'un département donc, qui livre des livres dans la campagne, avec un patron un directeur exceptionnel, qui était très humain, très sympathique, très cultivé, et puis des collègues, j'ai fait le départ en retraite de mes collègues de bibliothèque dans lesquels j'ai travaillé il y a 30 ans. Hein. Mon collègue chauffeur, là, on s'entendait à merveille. Donc vous direz plutôt que c'est des rencontres humaines que le domaine des livres qui vous a attiré dans ce milieu-là. Les deux à la fois. Mais je serais tombé dans une autre bibliothèque, parce que j'en connais d'autres où c'est moins rose. Là, ça m'a donné envie de rester là, ouais. Et aussi les livres, bien sûr, c'est assez extraordinaire d'être dans un milieu où il y a partout des livres autour de soi, mais pas seulement, des cassettes, des disques, des vidéos. Tout d'un coup, je découvrais le cinéma, le jazz, etc., etc. Donc c'est un milieu un peu privilégié, je trouve. C'est une ouverture vers la culture, la connaissance. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Culture, connaissance, mais culture au sens très général, accès à beaucoup de choses, donc y compris la musique, par exemple. J'ai découvert tout le jazz des années 40, 50. On m'a même laissé, en tant que chauffeur bibliobus, aller acheter moi-même la collection de jazz bebop. Wow. Et j'ai pu discuter avec un expert qui m'a fait toute l'histoire, depuis Charlie Parker jusqu'à, je sais pas, les années 50, la période cool, etc. Bref, le milieu est bien. Et ceci étant, le boulot de cataloguer des livres, c'est pas... Je conseille à personne, à vrai dire. D'accord, moi, vous convenez pas. Donc il fallait trouver une solution. Enfin, j'avais pas de solution clé en main, hein, mais j'ai repris les études. Et encore une fois, ce patron très humain, très sympathique, à qui je dois beaucoup, hein, m'a ouvert toutes les portes. C'est-à-dire, j'ai pu faire un dossier de demande de congé formation, 1 an payé, à 90% de son salaire. Et ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je suis parti 3 ans. Et chaque année, il acceptait. À la fin, il m'a dit, bon Hervé, là, il faut que tu fasses quelque chose parce que ça devient compliqué à gérer. Mais il a attendu 3 ans avant de me le dire. Pendant 3 ans, vous étiez en formation? Ouais, c'est-à-dire je me suis inscrit en fac, comme j'avais un bac, je devais normalement arriver en première année, mais j'ai fait valoir le CAFB, certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, comme un bac +2. La fac m'a refusé, mais je suis allé discuter dès que j'ai eu le refus, le jour même, je suis allé à la fac et je suis tombé sur un type qui lui-même avait un parcours un peu étrange, un peu tordu. Et il a trouvé ma détermination importante et il a refusé, il a marqué admis en licence Infocom. Eh bien, bravo. Oui, j'en suis Ça montre fier, de la ténacité, en effet, de la motivation, pas que de la chance, non aussi. Non, mais ténacité, mais aussi je suis tombé sur le seul à l'université de Rennes qui pouvait avoir ce genre se permettre un truc qui normalement il ne devait pas se permettre. Ouais. Voilà, après j'ai fait une maîtrise, un DEA. Et j'ai découvert les sciences sociales, c'était une révélation. Je ne sais pas pourquoi ça m'a échappé avant, mais là, ça a été une révélation. Donc j'ai bossé, c'était un plaisir, mais j'ai travaillé énormément, hein, de 8h à minuit tous les jours. Et vous aviez découvert vraiment le domaine qui vous intéressait. C'est ça, voilà. Première découverte. D'abord, je trouvais un milieu, et après, j'ai trouvé ça qui m'a fait vibrer, vraiment au sens propre. Mais après, après, le problème se posait. Soit j'essayais de devenir chercheur, mais j'avais déjà 35 ans. Il me manquait quand même beaucoup de lecture. Ou, je ne savais pas quoi faire, mais mon patron donc, de bibliothèque m'a dit, mais enfin Hervé, tu ne peux pas rester en études, tu pourrais passer le concours de conservateur de bibliothèque. J'avais pas vraiment envie, parce que je voulais être chercheur, mais je l'ai fait quand même. D'accord. Sous le conseil d'un enseignant d'ailleurs. Il m'a dit, écoute, tu peux être conservateur, tu peux être chercheur, tu peux faire ce que tu veux, fais tout ensemble et tu verras ce qui reste. Un type extraordinaire aussi à qui je dois beaucoup. C'est surtout un parcours qui est jalonné de belles rencontres humaines.
Oui, c'est sûr. Le premier que j'ai pas cité, donc, il s'appelle Bernard Plouzenec. Donc, c'était le directeur de la bibliothèque des Côtes d'Armor en 84, quand j'y suis rentré. Ça mène loin. Et je suis resté ami, à vrai dire, parce que quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. En tout cas, pour un salarié, parce que le monde devient ouvert, parce que souvent c'est clos. Souvent, on n'aide pas les gens Oui. à aller un peu plus loin. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est un prof qui s'appelle Jean-Max Noyer, qui était chercheur enfin extraordinaire, mais tout azimut. Il pouvait passer de la philosophie au cinéma, en passant par la BD, etc., etc. Et on est devenus aussi amis. Et il a eu, il m'a fait un sacré cadeau, puisqu'il m'a, en mémoire de maîtrise à l'époque, ça s'appelait, il m'a fait plancher sur les hypertextes. 91. Internet n'existait pas, le web n'existait pas, Internet existait. C'est-à-dire d'emblée, dès 91, moi j'ai réfléchi à ce qu'était Internet à l'époque. D'accord, au monde qu'allait devenir. Oui, le monde qui arrivait droit devant nous, et lui, il avait vu, il le voyait, il était dedans déjà, et donc il anticipait le web qui arrivait 3 ans après. D'accord. Et le concours, d'ailleurs, le concours de conservateur. Donc j'ai passé un concours, c'est lui qui m'a dit, mais passe un concours, tu verras. Après, c'est quelqu'un de très libre, lui. Tu peux y aller, tu peux repartir, tu fais ce que tu veux, prendre tout ce que tu peux prendre. Et ce concours, donc le sujet, voilà, c'était l'érudition, et donc l'érudition à l'ère d'Internet. Et moi, ça faisait 3 ans que je gambergeais là-dessus. Et parce que les bêtes à concours, moi je suis pas du tout une bête à concours. Et les gens qui ont eu ce concours, j'ai pas leur profil du tout. Ils ont fait les prépas, tout ça. Là. D'accord. Bon, moi, c'était pas mon profil. Mais la fréquentation de Jean-Max m'a donné une dextérité pour répondre à toutes ces questions de l'information, et m'a donné le concours finalement. Comme quoi on peut y arriver par des chemins de traverse. Ouais, de moins en moins je pense, mais là oui c'était possible. Parce que maintenant pour ce concours, c'est un concours sur la culture générale, il y a un programme, voilà, il y a un programme, un nombre de livres invraisemblable à lire. Mm-hmm. À l'époque, la culture générale, c'était être capable de dialoguer, de dialoguer avec quelqu'un sur à peu près n'importe quel sujet. Et ça, après 3 ans d'études, j'avais le cerveau bien huilé pour faire ça. Ouais. D'accord. Mais pour mieux comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un conservateur ? Ah oui, un conservateur de bibliothèque, ouais. Voilà. Alors, parce que c'est pas un métier, à vrai dire. C'est d'abord un concours, après c'est un grade. Un grade dans la fonction publique. Donc ce sont les cadres, les cadres supérieurs, on pourrait dire peut-être, je sais pas, dans les bibliothèques. Alors que font-ils en général ces cadres ? Il y a 2 grandes voies pour moi dans les conservateurs. Il y a des gens qui se sentent plutôt administrateurs, donc ils vont diriger des équipes, donc ils vont par exemple faire des plannings, faire du management. Alors le management, on pourra en reparler parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, j'imagine que ça a beaucoup évolué. Ça a évolué, ouais, pour moi pas dans le bon sens, mais oui, ça a évolué. Par rapport à mon premier patron que j'ai eu, qui fonctionnait à l'humanité, en même temps aux objectifs évidemment. Mais d'abord à l'humanité, aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas. Bon, après, ça dépend des gens. Hein. Mais voilà, c'est peut-être simplement une question d'être humain. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une évolution vers des méthodes qui viennent du privé dans la fonction publique, où on confond service public et produit. Et ça fait des effets néfastes. Je prends le simple exemple du management de la recherche par les projets, c'est-à-dire tous les 2 ans, à peu près, on demande aux chercheurs de trouver de l'argent avec un projet. À court terme, oui. Bon, forcément, ça a des incidences sur la recherche elle-même. C'est pas forcément une bonne chose. Tous les indicateurs, la gestion par les indicateurs. Moi, j'ai fait de la formation. J'ai formé des étudiants à la recherche documentaire. Les indicateurs, c'était le nombre d'étudiants. Mais une fois que j'ai compris ça, je remplis un amphi, j'en ai 400 d'un coup. Terminé. D'accord. Alors que la formation, c'est plutôt un groupe de 10 personnes où on travaille pour faire avancer le travail le sujet d'étude de l'étudiant. Et globalement, pour résumer ma pensée, c'est que le management veut donc instrumentaliser, c'est-à-dire s'adresse aux autres sous la forme d'un programmateur qui s'adresse à un programme. Il fabrique un programme, il y a telle tâche. Et pour le rendre possible, on divise le travail en process. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4.
Ça veut dire qu'on oublie l'autonomie de la personne face à son travail. Et si on oublie l'autonomie, on la prive, cette personne, de capacité d'interpréter la tâche. C'est-à-dire de l'interpréter pour la rendre peut-être mieux, plus facile, plus intéressante, etc. Et si on note sa capacité d'interprétation, on note sa capacité d'autonomie et on note sa capacité même à penser son boulot et aussi sa réalisation en tant qu'humain. D'accord, mais revenons à la description du métier. Oui, le métier. Voilà. Donc il y a les administrateurs qui font des plannings, qui font des gestions d'équipe, qui font donc du management, qui normalement aussi doivent avoir des projets. Et dans les conservateurs, il y a aussi des gens plutôt chargés de mener des projets un peu singuliers. Par exemple, moi je suis rentré d'abord à Compiègne, l'Université de technologie de Compiègne. À la fois j'étais administrateur, c'est-à-dire j'avais une petite équipe de 10 personnes, bon, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Et j'ai développé un projet d'abord de site web. À l'époque, c'était le premier site web de la bibliothèque, en 97, c'était, je crois, avec des informaticiens. Et un autre projet, c'était vendre des services documentaires aux entreprises. Donc j'allais chez, je sais pas, Rhône Poulenc, ou vendre des services. Et ça me plaisait énormément, on va dire. Dans la fonction publique, on vendait des services. Mais c'est une université particulière, Compiègne. D'accord. Là, ils ont copié le privé, mais dans ce qu'il a de bon, je trouve, dans ce qu'il a de vivifiant. Pas dans le management un peu dur. Mais quel genre de service ? Par exemple, à l'époque, pour trouver des brevets, on avait encore besoin de bases de données. Nous, on avait ces bases de données, on faisait des recherches pour une entreprise. Il y avait la formation Internet, 97, même dans les entreprises, ils ne connaissaient pas beaucoup. Donc moi, j'allais former des chercheurs ou des cadres à la recherche d'informations sur Internet dans une entreprise. Ça prenait 2 jours, par exemple. D'accord, intéressant. J'ai même monté une association de bibliothécaires qui s'adresse aux entreprises, avec la fac Léonard de Vinci. Là. Ça, c'est un projet. Il peut y avoir d'autres projets. Après, j'ai bossé dans une bibliothèque où j'ai dû monter une plateforme de formation copilotée par toutes les écoles des mines, et sont 6. Et donc là, c'est un travail à la fois de management, il faut animer, mais surtout pas comme un manager qui serait en haut de la hiérarchie. Il faut avoir affaire à des collègues, c'est horizontal, hein, c'est vraiment horizontal. C'est à la fois plus compliqué, mais plus sympathique. Et puis, il faut créer le serveur. Donc, il faut trouver des gens qui savent faire un serveur, des informaticiens. Après, il faut créer des contenus. Après, il y a pas mal de choses à faire et il faut penser projet. Un projet, comme dit quelqu'un, je ne sais plus qui, ça a une fin. Voilà. Donc, il faut penser un objectif, y arriver, des étapes et un résultat. Il y avait une dimension économique aussi à respecter ? Il y a un budget. Bon, le budget, c'est pas gigantesque. Hein. Faut le défendre, par contre. Il faut le défendre, il faut l'obtenir. Mhm. Là, il y avait eu des subventions. J'avais fait un dossier de subvention auprès du ministère. C'était un appel d'offres, on va dire. Donc, il faut être capable de répondre à un appel d'offres. Il faut savoir écrire, il faut savoir convaincre, il faut savoir parler. Il faut être emporté par la chose pour emporter les autres, je pense. Tout ça, c'est ce que vous apprenez dans votre formation ? Dans la formation qu'on a faite à l'école, elle est contestée, cette formation. Enfin, elle est aussi appréciée, mais... Dans la formation, on avait du management, bon. On avait, l'histoire du livre, c'est intéressant. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? J'ai du mal à m'en souvenir. Ouais, il fallait aussi concevoir des bases de données. Ça, c'était un peu plus indigeste. Imaginer de faire, non pas fabriquer la base, mais imaginer un schéma qui relie des auteurs, des bouquins, etc. Enfin, faire un schéma fonctionnel. Ça ne m'a pas servi. Bref, le boulot de conservateur, c'est un boulot de cadre dans un milieu culturel dans lequel il y a des gestions d'équipe, dans lequel il y a des collections. Ouais, on peut aussi devenir spécialiste des collections, c'est-à-dire faire les acquisitions en philo, en droit, en n'importe quoi. Il y a des bases de données, donc à un moment aussi j'ai géré des bases de données, donc c'est des relations avec des éditeurs de bases de données. J'ai eu un réseau de CD-ROM aussi, j'en parlerai tout à l'heure à propos des difficultés. Et des projets. Le dernier projet que j'ai mis en œuvre, c'était créer un service de médiation scientifique à l'UBO. Et donc là, il fallait le concevoir. Ça peut être, par exemple, on va parler des étoiles et on va faire venir un physicien. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Ça peut être une autre façon d'aborder les sciences et imaginer les controverses qu'il y a entre les scientifiques eux-mêmes au sein de la société et trouver des sujets qui mêlent science et société, comme par exemple
la question de la prédiction en médecine. Si vous êtes généticien, je prédis, vous êtes enceinte, je vous prédis un enfant peut-être mal formé, bon, on voit tout de suite le problème que ça pose. D'un point de vue génétique, d'un point de vue rôle du médecin, du point de vue, etc. De la place de la science dans la société. D'accord. Et donc, du coup, par rapport à ce métier, pour vous, quels seraient les savoir-être nécessaires pour s'y épanouir? Il y a plein de savoir-être, savoir-être, savoir-faire. Alors, on parle toujours des savoir-faire, en effet, mais... Savoir-être. Savoir-être, pour moi, alors ça dépend des postes sur lesquels on est. Si on fait, par exemple, de la gestion de base de données, donc vous avez des centaines d'URL qu'il faut vérifier. Oui. Il faut un tableau comptable à côté. Là, il faut aller dans la précision un peu dingue, je trouve, de la fourmi. Enfin, il faut être précis. Mais en soi, c'est une compétence nécessaire. Si on n'est pas très précis avec ce genre de travail, donc, on n'y arrive pas. Rigoureux. Ouais, rigueur. Mais bon, ça, c'est valable pour tout. Mais là, il faut en plus être très précis dans le détail. On peut aussi, alors il faut aussi, si on est toujours dans les bases de données, essayer de voir évoluer le marché des bases de données. Donc là, il faut avoir une vision beaucoup plus large, économique, voire géopolitique, voir un peu où vont les choses. Par exemple, s'impliquer dans ce qu'on appelle l'open science, c'est-à-dire essayer de participer à des projets de mise sur archives d'articles scientifiques déposés dans des revues privées. Les revues privées vendent très très cher leurs articles. Donc il y a un projet un peu militant qui consiste à inviter les chercheurs à mettre des articles sur des archives publiques gratuites. D'accord. Bon, là, c'est beaucoup plus intéressant que vérifier des URL. Ouais. Donc, il faut être très curieux, en fait. Et oui, alors, pour la médiation scientifique, il faut être absolument curieux. Ouais. Moi, je m'en suis aperçu parce que dans ce boulot-là que j'ai fait, je sais plus, 4-5 ans, je me suis intéressé à la génétique, à la finance, au nucléaire, enfin, je ne sais même plus tous les sujets. Donc, essayer d'intégrer tous les savoirs qu'il y a dans une bibliothèque, en gros. Oui, il faut avoir une approche encyclopédique. Mais, alors, on ne peut pas être encyclopédiste, surtout aujourd'hui. Donc, moi, je ne l'approchais pas de manière encyclopédique. La génétique, je me suis quand même tapé un peu des livres pour comprendre ce que c'est une allèle, enfin, bon, des trucs un peu compliqués. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait en soi, c'était les problèmes que pose la génétique, d'une part, les problèmes que pose la génétique pour faire avancer sa science, et la façon dont elle s'insère dans la médecine, mais dans autre chose aussi, et après de trouver en face des chercheurs qui vont pouvoir creuser cette question de façon à ce que ça intéresse le public. Donc je fais venir un généticien, par exemple, mais aussi un juriste, parce que si on parle de santé et génétique, il faut un juriste, mais aussi un sociologue, mais aussi un psychologue, etc. Donc il faut être capable, il faut avoir la curiosité nécessaire pour prendre un sujet et se poser sérieusement la question à soi, avec ses petites connaissances, de façon à en faire un sujet excitant, intéressant, controversé, à partir de différents points d'approche. Et il faut une énorme curiosité, effectivement, pour se lire un livre de génétique, alors que ça ne nous intéresse pas a priori. Ouais. C'est ça. Et aussi avoir des qualités de médiation importantes, puisque... Oui, bah alors là, c'est des cas. Pour moi, il faut être curieux, aimer la relation. Moi, j'admire les chercheurs, d'une certaine manière. Même quand ils sont pénibles, je les trouve sympathiques. Ils sont obsessionnels. Enfin, les vrais chercheurs, ils creusent des questions très loin. Et comme ils parlent de choses qu'ils connaissent bien, ils deviennent passionnants. Donc, voilà, il y a du relationnel, là. Après, il faut l'esprit de synthèse. Bon. Ça, donc synthèse, c'est un tableau à 3 entrées verticales, 3 entrées horizontales, et on essaie de caser des sujets. Je crois l'avoir. Et il faut ne pas avoir peur de parler en public, il faut même aimer ça, comme un comédien qui a un peu d'ego pour parler devant tout le monde. Je crois savoir que vous avez aussi une expérience dans ce domaine-là. Oui, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi, parce que j'ai essayé de monter une compagnie de théâtre, mais ça rapporte très peu, et quand on a pris l'habitude du salaire d'un cadre, j'ai pas réussi à passer comédien au SMIG. En effet, c'est pas forcément évident. Du coup, moi j'avais une question. Comment vous pourriez parler? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Oui. Pour être exact, au départ, c'est pur hasard. Je monte dans un camion et je me retrouve dans une bibliothèque 5 ans plus tard. Après, là, j'ai passé l'examen. Bon. Parce que c'est un beau parcours quand même, de commencer comme chauffeur et d'arriver comme conservatoire. Il a fallu trouver une motivation, donc un plaisir quelque part. Oui, c'est flatteur. En même temps, si je n'avais pas trop déconné à l'école, j'aurais pu d'emblée
faire les examens qu'il fallait pour être bon. Mais ça s'est passé comme ça. Eh bien, je me trouvais bien dans cette bibliothèque, la première, donc, qui était dirigée donc, par Bernard Pouzenec. Des copains, un bon milieu, 35 heures par semaine, la plage à côté, c'était à Saint-Brieuc. Je faisais du kayak, du deltaplane, c'était agréable. J'allais avec mon kayak sur le toit de ma bagnole au boulot le matin et je repartais à 17 heures. Après, moi je me suis aperçu que ça ne pouvait pas quand même durer des milliers d'années. Donc j'essayais d'aller rester dans le même endroit au-dessus, donc c'était ce concours de sous-bibliothécaire. Voilà, c'était une stratégie assez aveugle. Comment sortir de là, enfin comment faire autre chose dans cet endroit-là. Donc, je suis passé sous-bibliothécaire et là, ça ne m'a pas plu. Le milieu était toujours agréable, les copains toujours sympathiques. Mais je faisais du catalogage, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, mais du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir conservateur ? En fait, il y a une étape intermédiaire. J'ai eu envie de reprendre des études. J'ai rencontré des gens, 2 copains irlandais, en fait, qui étaient journalistes, ils m'ont épaté, ils m'ont vraiment épaté. Ils étaient à The New Economist. Je les trouvais fabuleux. Ils avaient des avis construits, ils s'intéressaient à tout. Et je me suis dit, mais je vais essayer de faire comme eux, quoi. Ils m'ont encouragé, mais j'y croyais pas. Mm-hmm. Et donc après, je me suis lancé, j'ai regardé un peu ce qui était possible et je pouvais, avec un peu de chance, passer une licence. J'avais que le bac, hein. Mais avec l'équivalence du certificat de bibliothécaire, il y avait une chance de passer directement en licence. Donc j'ai fait ce dossier, on m'a refusé. Enfin, je l'ai déjà raconté, ouais. Vous avez déjà raconté. Et donc, voilà, ce qui a donné envie, c'est les études, d'abord. Les études. Parce que tout d'un coup, j'ai pu avoir le droit de faire 3 ans d'études, à suivre, comme ça. D'accord. Donc... Je revenais l'été pour gagner un peu d'argent. Et c'est les études et les moyens qu'on m'a donnés. J'ai eu 1 an de salaire pour 3 ans d'études. J'ai eu une bourse. J'ai eu une bourse. J'ai donné des cours aussi. Et donner des cours, ça m'a donné confiance en moi pour parler devant les gens, parce que j'avais pas du tout confiance en moi, à vrai dire. C'est les cours qui m'ont donné confiance. Donc là, après, il a fallu décider avec ces études. Et je voulais à ce moment-là être chercheur, mais il me manquait quelques billes quand même, parce que j'ai commencé, j'avais que 3 ans derrière moi, je manquais de lecture. Et puis j'hésitais, et puis mon prof, donc Jean-Max Donnier, que j'ai déjà nommé, il m'a dit, écoute, tu peux faire tes études, tu peux faire une thèse et passer le concours de conservateur, n'exclus rien. De faire les deux en parallèle. C'est ça, ouais. D'accord. L'un servira à l'autre, il m'a dit. Et j'attendais une thèse de bourse, une bourse de thèse. Je l'ai pas eu. Et donc voilà, j'ai eu le concours de conservateur, j'y suis entré, et puis j'ai continué ma thèse à Compiègne. C'était sur, ça s'appelait pompeusement, les interfaces à l'œuvre dans la relation des entreprises à leur environnement. Je voulais étudier dans le détail comment les entreprises voient le monde évoluer avec quel outil, quelle base de données, quel protocole, quelle relation, etc. Et donc du coup, maintenant, avec un peu de recul, quel plaisir avez-vous tiré d'exercer ce métier ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Oui, alors les plaisirs... Encore une fois, le milieu, hein, le milieu de la bibliothèque, mais le milieu universitaire, en plus que j'ai travaillé principalement dans les bibliothèques universitaires. Donc moi, j'aime bien le milieu universitaire, beaucoup. Donc le niveau universitaire, c'est le niveau de la connaissance, le niveau de la recherche, le niveau du savoir. Des gens qui sont là, c'est-à-dire à Compiègne, je mangeais au resto avec les autres employés de l'université. Je mangeais souvent avec quelqu'un qui faisait de la modélisation informatique, ça me fascinait, quoi. Tout ce dont on parlait, et on parlait comment on le modélise, bon, ça me fascinait. J'ai pas mal mangé aussi avec un spécialiste des matériaux, tous les matériaux qu'on peut inventer, et comment on mesure la qualité d'un matériau, tout ça me plaisait énormément. Je sais que mon père voulait que je sois ingénieur, enfin qu'on soit ingénieur, bon, il a tout raté, là. Lui-même était cantonnier, bon. Et là, j'étais dans un monde d'ingénieurs, à vrai dire. On a une école d'ingénieurs, c'est une école d'ingénieurs. Et ça me plaisait. Mais et après, ouais. Dans plein de domaines différents, en fait. Ah oui, il n'y avait pas un domaine particulier qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, ce qui me plaît chez les ingénieurs, c'est que c'est des gens qui portent des projets et ils y arrivent en général. Ils sont prêts à tout aussi. Enfin, bon, des fois, faut les freiner, je pense. Mais c'est des bricoleurs, quoi. Mais des bricoleurs qui ont des moyens. D'accord. Et moi, je suis pas bricoleur, justement. Et c'est des gens qui me plaisent par ce qu'ils font, hein.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la liberté d'un cadre aussi, ça je connaissais pas trop. Bon, j'ai jamais été dans des endroits très oppressants, à part Maminova. Mais ouais, là, j'étais responsable de service, j'étais dans l'équipe de direction, et la directrice là, de Compiègne me faisait confiance. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas vendre plus de services aux entreprises? Il m'a dit, ouais, vas-y, essaye et on verra. C'est une énorme liberté. Tout d'un coup, je vais chez Ron Poulenc et voilà, je suis ceci et peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Ça, c'est super, vraiment donc super. Donc une certaine forme d'autonomie. Ouais, voilà, une grande autonomie, une très grande autonomie. Alors après, j'en parlerai, parce j'ai buté parfois sur cette limite, dans les difficultés, ça. D'accord. Mais après, j'étais à l'école des mines de Paris, et à l'école des mines de Paris, il y avait Bruno Latour, qui pour moi est un poteau indicateur, quoi. Bon, il est mort aujourd'hui, malheureusement. C'est un grand chercheur, très grand chercheur en sociologie. J'avais lu tous ses livres. Et en arrivant à l'école des mines, j'ai envoyé un mail, je dis... j'ai lu ce que vous faites, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, mettre en place un service au sein de la bibliothèque pour aborder les controverses scientifiques telles que vous les enseignez, mais à partir des bases de brevets, etc. Et il m'a répondu, cher ami, etc. Bon. Oui. Et j'ai pu travailler avec lui. J'ai même encadré en TP des élèves. Donc ça, c'est flatteur. C'est flatteur pour quelqu'un qui est... Enfin, moi, j'étais pas un lettré, si vous voulez. Et là, je le devenais d'une certaine manière en travaillant avec lui. Hein. Bien sûr. Et c'est que tu es quand même sous votre initiative. Ouais. C'était mon initiative. J'ai proposé d'abord à ma patronne. Là, c'est une autre patronne qui m'a laissé aussi à peu près faire ce que je voulais, je crois. Et elle me faisait confiance. Ouais. Quand vous parlez de patron, c'est-à-dire... C'était le directeur, la directrice de la bibliothèque de l'école des mines de Paris à cette époque-là, en 2000. Non, c'était en 97, 98. Donc les conservateurs ne sont pas complètement autonomes, ils ont quand même on a un directeur. Un directeur ou une directrice au-dessus d'eux à qui ils doivent rendre des comptes, à qui ils doivent soumettre leurs projets. Quel est le rapport entre un conservateur et un directeur? Mais il est variable. Mais c'est une très bonne question, hein, parce que c'est toute la problématique, à vrai dire. Enfin, c'est toute la problématique même du boulot. Donc on arrive aux difficultés, là. Là, on arrive aux difficultés. Moi, j'ai connu, je ne sais plus, 4 ou 5 directeurs. Le premier qui n'a fait que me... Enfin, j'ai servi la bibliothèque et il m'a servi. Lui, il m'a porté. Après, à Compiègne, elle m'a fait confiance. Aux mines, ils m'ont fait confiance. Après, j'ai dirigé l'URFIST de Paris, l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique. Et j'avais affaire au directeur de l'école des Chartes, qui était un type incroyable aussi, un spécialiste des fables, La Fontaine, tout ça. Le spécialiste français ou même européen des fables. Des fables. Et moi, il m'arrivait d'écrire des fables et donc d'en discuter avec lui. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé à l'URFIST, il fallait former des chercheurs et des bibliothécaires à la recherche d'informations. Et moi, j'ai proposé tout de suite de faire une spécialité sur les controverses scientifiques. Voilà. J'ai fait un budget de 50 000 euros. Et j'ai eu l'appui de toutes les bibliothèques de Paris, de beaucoup de chercheurs, du Synchrotron Soleil. Enfin bon, j'ai eu du monde, mais j'ai pas eu l'argent. J'ai pas eu l'argent parce que c'était la région. C'était la région qui... Mais ça a bloqué où? Il aurait fallu rester... c'était mon premier projet que je leur proposais. Où ça a bloqué 50 000 euros. C'était peut-être trop, je sais pas. Et après, je suis parti. J'ai eu un enfant entre-temps et je suis parti en Bretagne. Et voilà, j'ai pas pu insister. Mais le directeur de l'école des Chartes a appuyé à fond. Donc ça a bloqué au niveau de la région? Ouais, parce que c'est eux qui fournissaient l'argent. D'accord. Mais j'ai quand même fait un cours spécial sur le suivi de controverses scientifiques, où j'ai fait venir des gens de l'école des mines, des sociologues, qui se sont adressés, c'était pour les doctorants, pour aider les doctorants à se situer dans leur monde. Parce que les doctorants, parmi les physiciens, j'ai connu un doctorant qui était physicien, tout d'un coup, ce qu'il avait développé, qu'on usait droit sur le nucléaire. Et il était anti-nucléaire. Bon. Et il n'avait pas perçu ça. D'accord. Si ce n'était pas le nucléaire, c'était le militaire en plus. Bon. Et donc, s'intéresser à la science du point de vue des controverses scientifiques permet à un doctorant de voir tout le monde qui est autour de la science et les milieux industriels dans lesquels il va rentrer. Et voilà, c'est un enseignement que j'ai fait. Moi, j'ai dispensé quelques cours, mais j'ai aussi fait venir des sociologues.
Donc j'ai pu développer sous cette forme petite, qui n'était pas un gros serveur dédié, mais qui était des interventions. Donc là, on est revenu plutôt dans les plaisirs, mais la parlez-moi difficulté. des difficultés. Les difficultés, il y en a plusieurs. Parce que, moi, ce qui me plaît dans ce projet, dans ce travail, c'était avoir des projets. Et la liberté que cela me donnait. Et j'ai pas toujours eu la liberté que je voulais, ou des fois, ça résiste aussi. Parce que les projets qu'on a sont contestés. Forcément, dès qu'il y a un projet, il y a 15 000 personnes qui viennent vous dire que ça marche pas. Ça, c'est le principe du projet. Au-delà de l'aspect financier, là, on est plus, Au-delà de l'aspect financier, par exemple, je prends l'exemple toujours le même, là, faire un truc sur les controverses scientifiques, traduit dans un serveur où il y aurait des cours, il y aurait des méthodes, etc. J'ai embauché, j'étais le directeur de l'URFIST, une collègue conservatrice qui s'est mise contre le projet. D'accord. Et donc, c'est des couteaux dans le dos en permanence. Donc, ça, c'est compliqué. Ouais, mais elle n'était pas au-dessus de moi. Donc, ça se gère, mais c'était très compliqué quand même. Après, je suis venu à l'UBO et là, j'ai eu 2 directeurs. Moi, je ne vais pas les nommer. Bon, il y en a un que j'ai apprécié, l'autre moins. Et là, on peut voir quelquefois que le projet qu'on propose peut, a priori, être apprécié. Ça rentre dans les mots d'ordre de l'université. Mais les mots d'ordre ne sont pas forcément les vraies raisons qui font... Enfin, derrière les mots d'ordre, des fois, il y a autre chose. Oui. On peut dire, par exemple, vive la médiation scientifique. Mais dès qu'on met en œuvre un projet... Moi, j'ai mis un projet, par exemple, c'était d'interroger les doctorants sur... ça s'appelle l'histoire de ma thèse. Donc, ils racontent leur thèse. Oui. Et j'ai eu une personne qui avait un certain pouvoir, qui n'était pas mon patron, là, mais qui avait un certain pouvoir et qui disait « Ouais, mais les étudiants vont dire n'importe quoi, etc. » Donc, il a fallu lutter, et donc j'ai proposé un truc à l'essai qui a marché, et après, j'ai continué, et il m'a dit « Mais enfin, on avait dit à l'essai. » Mais oui, c'est un essai qui marche, on le transforme en quelque chose. Et donc voilà, il faut se battre beaucoup. Et sur le plan hiérarchie, moi je ne pensais pas que c'était possible, mais ça m'est arrivé, donc maintenant je crois que c'est possible. Un directeur d'un service administratif peut quand même mettre des bâtons dans les roues de son subalterne, N-1, et par multiples moyens peut, volontaire ou involontairement, le mettre face à des contradictions. Je prends un seul exemple. Pour faire des tables rondes sur la médiation scientifique, il y a besoin de communiquer. Et pour communiquer, il y a un service communication à l'UBO, donc à l'UBO, c'est normal. Et il y a la bibliothèque. Et à la bibliothèque, il y avait quelqu'un chargé de la communication, mais qui ne développait pas les tables rondes, donc qui ne connaissait pas tous les sujets que j'abordais, sur lesquels moi je pouvais passer 3 mois à lire, non pas au boulot, mais chez moi. Et la responsabilité de cette communication, des textes que je devais rédiger pour donner au service communication, ne m'a pas été confiée, m'a été confiée à cette personne, à une autre personne, qui ne maîtrisait pas le sujet. Donc il fallait passer des heures à expliquer, ou alors à s'exposer à des malentendus, ou des... Voilà. Et là, j'étais devant une contradiction. Parce que pour moi, c'était à moi de rédiger ces textes, et mon patron disait non, c'est pas à toi. D'accord. Et là, moi, je me sentais qu'on m'enlevait un moyen de réaliser ma tâche. En fait, souvent, le problème dans tous les boulots, c'est quand quelqu'un se sent en contradiction avec sa propre tâche, sa mission. Mais sa mission telle que lui l'a définie, c'est pas telle forcément que l'institution l'a définie pour lui. Donc, il peut se tromper aussi. Oui. Et je conteste pas la hiérarchie. Mais, donc, à propos, je reviens sur le savoir-être, ou le savoir-faire, il faut comprendre dans une institution quels sont les organigrammes, les vrais et les faux. Quelquefois, ça ne correspond pas. Et les vrais objectifs et les faux objectifs. Il y a des faux objectifs. Ils ne sont pas faux en soi, mais ils sont de façade ou quoi. Et si on ne se repère pas là-dedans, on peut s'exposer à des déconvenus. D'accord. Ouais. Et même au sein de collègues, par exemple, la médiation scientifique, c'est pas une mission primordiale des bibliothèques. On peut l'abandonner comme on laisse sa vieille chaussure une fois qu'elle a servi. Et donc, si quelqu'un n'y croit pas, il va pas le porter. Ouais. C'est ça, et il va même peut mettre des bâtons dans les roues. Donc, tout en étant indépendant et autonome dans votre travail, vous dépendez quand même d'une hiérarchie qui peut vous suivre ou pas, voilà, le problème, vous encourager ou pas. C'est ça. Vous freiner ou pas. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'obligation non plus.
vos projets c'est sont... le problème d'un service public pour moi. Ça arrive dans l'entreprise aussi, mais dans le service public, les missions sont très générales et elles sont interprétables à l'infini, ce qui fait que quelquefois, vous êtes persuadé de travailler pour la mission, puis on vous dit non, ça, c'est pas ta mission. D'accord. Et là, c'est un problème. Mais je prends un autre exemple encore plus ambigu, plus compliqué. On vous dit de former les élèves, les étudiants, à la recherche documentaire. Bien, quand vous formez un étudiant, vous pouvez soit le prendre en amphi, donc il y a 400 personnes. Donc là, vous répondez en plus aux indicateurs, puisque 400 personnes, vous avez 400 personnes. Mais une vraie formation, c'est 10 personnes pour travailler vraiment. Mais là, il n'y a plus de chiffres. Et donc, on pourrait, de manière insidieuse, même, tout simplement en vous demandant vos chiffres, vous conduire à faire un cours en amphi qui n'a aucun sens pour cette matière précise. Et là, il y a des contradictions, voire de l'absurde total. On peut aussi former des étudiants où le prof a le mot d'ordre, on va former les étudiants, l'étudiant a le mot d'ordre, je vais me former, et l'étudiant, face au problème, n'a pas du tout envie de se former. Et donc, vous formez des gens qui n'ont pas envie d'être formés, et voir qu'ils n'en ont même pas besoin. Ils n'en ont même pas besoin. D'accord. Et là, ça devient un peu kafkaïen, quoi. Et ça, c'est des grosses difficultés, ouais. Je vois. Et comment ce travail vous a-t-il transformé? Non, excusez-moi, on n'a pas parlé des conditions économiques. Ah oui, bon, les conditions économiques, c'est celles d'un cadre de la fonction publique. Pour moi, elles sont bien, avec une retraite acceptable, et même, voilà, je dirais confortable, tout va très bien là-dessus. La difficulté... Aujourd'hui Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ça va changer peut-être, malheureusement. Le problème, c'est que... Parce que par ailleurs, j'ai vendu des pièces de théâtre quand j'étais à Paris. Et je me souviens... Quand je retouchais ma paye, le formulaire de ma paye de conservateur, il y avait le chiffre, c'était le même pendant 5 ans, 10 ans. Et je savais même, je pouvais le calculer à 30 ans. Il y a un certain ennui à le lire même. Mais il était confortable. Je vivais bien. Et par contre, quand je vendais un spectacle, tout d'un coup, même ça pouvait m'arriver au boulot, tout d'un coup, je sais pas moi, une salle des fêtes ou le Synchrotron Soleil qui m'a acheté les spectacles, m'appelle, bon Hervé, c'est OK, 1500 francs le spectacle. Ah, c'était une joie inexprimable, parce que il y avait comme une logique, c'était le résultat de mon travail, etc. C'était ma petite entreprise, voilà. Le fonctionnaire n'a pas sa petite entreprise. Et nous? Et une petite entreprise, ça donne du cœur à l'ouvrage, même peut-être dans des boulots qui sont difficiles. Et la fonction publique, il y a le service. La fonction publique, c'est grand. Moi, j'ai le sens, je crois, du service public. Ça ne suffit pas toujours, surtout pour la paye, parce que la paye est invariable. Elle est invariable, quoi que vous fassiez. Et ça fait qu'il y a des gens qui... Comment ? On finit par oublier que... Enfin, ce n'est pas la motivation première. Non, ça ne peut pas l'être, puisque ce n'est pas une variable. La motivation, c'est des variables. On agit là où il y a des variables. Quand il n'y a plus de variables, on répond à cette invariabilité par une notion beaucoup plus générale de service public. Ça peut suffire. Ça m'a suffi pour travailler. Mais ça ne m'a pas suffi pour me réjouir quand je lisais ma feuille de paye. D'accord. Mais aujourd'hui, ça vous réjouit de vos conditions? Aujourd'hui, je jouis donc d'une retraite qui me fait vivre. Je trouve ça même un peu extraordinaire, à vrai dire. Et donc, j'en suis content, parce que si j'étais retraité de la comédien, ça ne serait pas la même chose. Là, je serais en train d'essayer de faire des heures sup ou d'aller bouffer dans les poubelles. Enfin, c'est pas ce que font tous les comédiens, mais une grande majorité des comédiens vivent mal, et pourtant ils font un boulot exceptionnel, très dur, etc. Comment ce travail vous a-t-il transformé? Ah oui, sur 30 ans, bon, si je me compare quand je suis arrivé dans la bibliothèque et quand j'en ressors, il y a un long passage, il n'y a pas eu que ça, mais... Après, il n'y a pas que le travail, il y a la vie non, mais aussi. il y a toute la vie, ouais. Ma première transformation que ça a fait, c'était pas la bibliothèque, j'ai donné des cours à la fac sur les théories de la communication, en amphi, comme ça, tous les gens qui m'écoutent prennent des notes et tout, je trouvais ça délirant même. Ça m'a donné confiance. Et après, quand je suis rentré, ça c'était drôle aussi, la première fois que j'étais conservateur, donc je suis rentré à la bibliothèque de Compiègne, je me souviens exactement du jour. Je tape au carreau, c'était pas ouvert, il était 9h05, ça ouvre à 9h. Et puis, à l'intérieur, il y avait un magasinier qui dit on ouvre plus tard. J'insiste, je suis conservateur. Il ouvre et je lui dis je suis le nouveau conservateur. Ah bon, excusez-moi, etc.
Et puis après, toute l'équipe est arrivée, tout le monde me regardait, j'étais le chef. Tout le monde me regardait quand c'est étrange, vraiment étrange, c'est bizarre. Tout d'un coup, toute la décision est sur moi, et je trouvais ça très bizarre. Et première question, le réseau de CD-ROM est en panne, comment faire? Oh là là, moi j'avais jamais vu même ce que c'était un réseau de CD-ROM, même physiquement, je crois. Et j'ai dit comment vous faites d'habitude, voilà, bon. Et puis on a réussi. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, là, il y a une forme de pouvoir. Alors, le pouvoir n'a jamais été un moteur pour moi, et ne sera jamais, je crois. Malgré tout, ça flatte un peu qu'on vienne vous poser des questions, en plus sur des sujets que vous ne connaissez pas. Aussi une forme de reconnaissance. Oui, voilà, il y a la reconnaissance, ouais. Et au sujet des réseaux de CD-ROM, sur les difficultés. À Compiègne, il y avait un réseau de CD-ROM, il y avait, je ne sais plus, une centaine de disques en batterie, et à chaque fois qu'il tombait en panne, il fallait faire venir le service informatique, qui mettait quelques heures à venir, et qui, quelquefois, ne venait pas. D'accord. Et moi, j'ai sympathisé avec des étudiants, dont une étudiante en informatique qui était très forte, qui était vraiment très douée. Et à un moment, je me suis dit, mais si j'ai un problème, voilà, j'ai eu un problème, je l'ai appelée, elle est venue tout de suite. Et elle a fait 3-4 clics et elle a réparé le réseau de CD-ROM. Génial. Avec le service informatique, ça aurait pris 3-4 jours, des remarques, quelque chose qui n'aurait pas été agréable. Et le personnel m'a vu, moi, recourir à une étudiante pour faire ça. Et ils se sont plaints à ma directrice. D'accord. Que je donnais, c'est pas vrai, je donnais le mot de passe à une étudiante, bref, et l'étudiant venait réparer le réseau informatique. Et là, c'est une énorme difficulté, parce que j'avais compris ce que c'est un réseau informatique. Je savais le réparer par des amis, mais je ne connaissais pas le process qui est en vigueur et qu'on ne peut pas négocier. Le process, c'est un courrier au service informatique, etc. Et je l'ai ignoré par court-circuit. Et j'ai tendance à faire ça assez facilement, je crois. Enfin, en tout cas, on me l'a fait remarquer. Et donc, j'ai résolu ma tâche très vite, mieux que n'importe qui, mais de manière très mauvaise au regard de la façon de faire habituelle. Voilà. Et donc là, il y a des contradictions qu'on peut vivre intimement et qui sont très désagréables. Là, c'est vraiment la contradiction entre le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire que s'il y a une procédure qui est supposée être tenue, il vaut mieux suivre la procédure plutôt que chercher l'efficacité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas discuter. Ouais, les procédures ne se discutent pas, mais moi... J'ai pris l'habitude de discuter les procédures, mais ça ne se discute pas la plupart du temps. C'est ça. Mais je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes? Ou peut-être avant, avez-vous une idée sur... Est-ce que votre métier a évolué? Vous pensez qu'il a évolué aujourd'hui? Qu'être conservateur aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec être conservateur vous avez commencé il y a combien de temps? En 91. Mais je comparais d'abord avec la première bibliothèque dans laquelle je suis entré, c'était 84. Les premiers ordinateurs qui sont arrivés là ont été mis au placard. On n'avait pas le mode d'emploi. C'est une catastrophe aussi. Un plan informatisation des bibliothèques sans ce qu'il faut, les ordinateurs au placard. Donc maintenant, il y a des ordinateurs partout, évidemment. 84, c'est la sortie du premier Mac connu, Macintosh. Et après 91 comme conservateur, non 91 c'était mes études, là j'ai fait un mémoire sur les hypertextes, donc le web, et je suis rentré en 97 à Compiègne, bon là il y avait des ordinateurs partout, mais il y avait aussi des bases de données, mais les gens, par exemple les chercheurs venaient encore consulter les revues papier. Aujourd'hui ils le font plus du tout, donc ils n'ont plus de raison de rentrer dans les bibliothèques. Et les étudiants, aujourd'hui, trouvent de moins en moins de raisons aussi de rentrer dans les bibliothèques, sauf pour travailler. Ils viennent travailler, mais pas forcément. C'est un lieu. C'est un lieu de travail maintenant, voilà. C'est un lieu qu'il faut rendre agréable. Et donc, moi, je pense que la médiation scientifique, les animations, les expositions, tout ça, vont bien avec l'évolution de ce métier. C'est ce à quoi je crois, c'est sur quoi j'ai travaillé. J'ai fait des expos aussi. Et le métier de gestionnaire de collection peut être délégué à des machines quasiment du jour au lendemain, je pense. Ouais. D'ailleurs, il y a des services privés qui vous le proposent. Vous occupez plus de rien, vous licenciez tout le monde et nous, on va gérer ça automatiquement. D'accord, donc ça se concentre plus sur la médiation, la formation. Je crois, je crois. Et du coup, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui auraient envie de devenir conservateurs? Alors, j'ai donné un conseil général, parce que je me sens quasiment père et grand-père. Parce que j'ai interviewé des jeunes l'autre jour de 20 ans qui n'avaient pas envie de travailler. Et d'ailleurs, je comprenais bien leur raison. Avant de parler du métier de bibliothécaire,
Je pense que quand on est jeune, moi c'était comme ça que ça s'est passé. Bon, d'une part, le boulot me faisait peur et d'autre part, je pensais qu'on pouvait vivre de boulot alimentaire. Boulot alimentaire, ça traîne dans la tête de tout le monde, ça. Je pense que c'est vraiment une mauvaise ouverture, on dirait, aux échecs. C'est mal démarré, la chose. Parce que quand on cherche un boulot alimentaire, on finit par en faire un. Et quand on le fait, on finit par le garder. Et là, c'est la catastrophe parce que c'est Maminova. Pas forcément, puisque vous avez justement changé. Vous vous êtes rendu compte que l'alimentaire ne suffisait pas à se lever tous les matins. Oui, mais je vais vous raconter comment ça s'est passé exactement. À l'époque, j'habitais une maison en mauvais état parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Et chez Maminova, j'y allais à 1h du matin. Je finissais à 16h. J'étais lessivé. Oui. Complètement lessivé. Je pouvais pas avoir du temps pour faire autre chose, et en plus j'avais pas assez d'argent non plus pour économiser puisque j'avais de quoi subvenir à mes besoins pourtant bien modestes. Et un jour, c'est une anecdote, mais je suis rentré dans un bar à Plouzec, j'habitais un village de pêcheurs, et ils ont voulu absolument boire un coup avec moi. J'ai bu 2,5, je suis rentré chez moi, je suis tombé, quoi. Enfin, je pouvais plus rien faire. Et là je me suis dit, bon, là je suis au bout, il faut sortir de là. Mm-hmm. Et donc, un boulot alimentaire, ça peut conduire à l'enfermement, je pense. Oui. Donc, il faut essayer d'avoir, pour un jeune homme, une jeune femme, c'est bien d'avoir en tête un boulot auquel on croit un minimum. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est que, j'ai réfléchi, la deuxième chose, c'est qu'on croit qu'on est fait pour un truc, et on peut être fait pour des tas de choses. Moi, aujourd'hui, il y a 15 métiers que je voudrais faire, et que j'aurais pu faire aussi, j'en suis sûr. Dernièrement, j'ai découvert, mon correspondant au Télégramme, c'est pas grand-chose, mais j'ai eu un aperçu sur la vie d'un journaliste. Bon, voilà, ça, c'est un autre métier que j'aurais pu faire. Mais il y en a plein, comédiens, etc. Et il me semble que les jeunes... Et les jeunes ne savent pas ça, en général. Je trouve. Enfin, ça manque de confiance, ouais. Ça manque de confiance, mais il me semble je pense qu'on a oublié maintenant de faire carrière toute sa vie dans un domaine. Ah, peut-être ça serait une bonne évolution, ça, de la précarité généralisée. Ouais. C'est qu'on est obligé de changer de boulot et du coup, on peut les imaginer. Après, troisième conseil, il faut y aller, quoi. Il faut bosser, il faut se donner les moyens parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup et moi, je crois profondément... je vais citer, comment il s'appelle, Christophe Dejour, un psychologue du travail, un psychanalyste assez connu, qui dit « Le travail est une promesse d'épanouissement ». Pas souvent tenue. Oui. Mais c'est une promesse, c'est une vraie promesse. On peut s'épanouir hors du travail, je ne vois pas comment c'est possible, à vrai dire. Vu les horaires qu'on fait. Ouais, d'une part, ouais. Et puis, quand on est dans le monde du travail, tout de suite, on a un monde social, on a des choses à faire, donc on est mis dans un petit chariot, et puis il avance tout seul, d'une certaine manière. Et la vie s'enclenche. Si on part de zéro... Il y a Higelin qui dit partir de rien comme un vrai zonard, tu as toute la chance d'arriver nulle part. C'est-à-dire, c'est bien de se mettre quelque part. Oui. Et à partir de ce quelque part, en plus, on peut aller dans plein d'endroits. À partir d'une bibliothèque, moi, j'aurais pu aller dans d'autres endroits. J'aurais pu faire de l'enseignement, j'aurais pu peut-être tomber dans le journalisme, tomber ou m'élever dans le journalisme, etc. Mais tous les métiers peuvent conduire à d'autres métiers. Donc voilà, il faut y croire. Il faut croire. Et il ne faut pas essayer d'éviter. En fait, je crois qu'il ne faut pas louvoyer là. Il faut d'emblée attaquer le problème. Et pour être conservateur, il faut passer un concours, donc il faut s'exercer au concours. Et pour entrer dans les bibliothèques, je ne conseille pas mon enfant, mon propre enfant. Je dis, tu peux faire mieux que ça. Même si c'est un très beau métier, mais je pense que c'est plus limitant que peut-être ingénieur dans certains domaines, que designer, que j'en sais rien, moi. Que pilote de F1. Enfin, je dis n'importe quoi, mais d'abord ambition au sens propre, c'est-à-dire... Et donc, il faut avoir un univers très, très ouvert aussi, très ouvert. Et ça, c'est difficile. Quand j'étais jeune, moi, à un moment, je voulais être secrétaire de mairie ou carrément conduire des Fenwick, vous voyez. Oui. Ambition d'un cheval, quoi, qui a des œillères. Mais les bibliothèques sont quand même un endroit où c'est ouvert sur le monde entier et sur la culture en général. Avec un grand C. Je vais finir là-dessus, on va finir sur un cliché, mais qui est un beau cliché. Les bibliothèques comme lieu d'ouverture tel que Jack London, je ne sais pas pour ceux qui ont lu, c'était plutôt un trappeur, on l'imagine comme un trappeur, même un pirate dans la baie de San Francisco, il trafiquait je ne sais plus quoi. Eh bien, il est rentré dans les bibliothèques, il a découvert le monde, il est devenu écrivain, il a écrit 100 bouquins peut-être. Et ça, c'est l'image classique américaine, la belle image du self-made man,
plus intellectuel, qui rentre dans une bibliothèque pour apprendre et s'approprier le monde. Voilà, donc c'est un conseil que je donnerais aux jeunes, fréquenter les bibliothèques, ouvrez le monde. Et il faut croire en soi, absolument. Et encore une fois, ne pas louvoyer, dire, de toute façon, il faudra bien trouver quelque chose dans lequel je trouve du plaisir. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Hervé. Merci Marie d'avoir fait cet exercice compliqué, très très simple pour vous apparemment, de faire intervieweur à la radio. Merci. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.